intéressant qui confirme certaines de mes théories que j'avais lâchées la semaine passée. Donc on commence donc avec Yolei, donc qui retrouve Mancheri, la pauvre princesse, en utilisant son Byakugan des Yuga, pardon, son pouvoir du fruit du démon, c'est pas un Byakugan quoi, mais ça pourrait y ressembler. Et comme l'avait dit Usopp, c'est effectivement un pouvoir que Sanji aurait aimé avoir. Outre le fait que le fruit du démon, enfin le fruit de l'invisibilité a déjà été pris, le fruit qui lui permet donc de voir à travers les choses, c'est un pouvoir que certainement Sanji aurait aimé avoir. Je ne doute pas que son pouvoir, enfin ce pouvoir aurait utilisé à bon escient entre ses mains. Bref, donc le roi Riku et les autres d'ailleurs sont cette bande de joyeux loufoques qui ne font absolument rien en fait au final à part repérer les gens, se font rejoindre donc par Kanjuro et Kinemon. Kanjuro donc d'ailleurs qui qualifie Usopp de Tengu. C'est assez intéressant, c'est vrai que j'avais oublié ça, les Tengu qui je crois je me souviens même ce sont des démons à long nez, ça me rappelle d'ailleurs un boss dans le jeu Dead or Alive 2 qui était un Tengu et qui apparemment le nez de Tengu pourrait soigner tous les maux. Enfin, toutes les maladies, tous les trucs. De ce fait-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'au final, Usopp sera qualifié de dieu Tengu, je ne sais pas, un redoutable adversaire que tout le monde aura une peur bleue, quoi, je sais pas. Certainement un truc qui se prépare pour sa renommée, je suis sûr. Bref. Donc, après ce petit passage pas si intéressant que ça au final, vu que c'est juste une petite dispute et une discussion entre les deux, où Usopp fait encore le petit malin, on découvre donc que, devinez qui, Surger est donc de nouveau sur pied, et c'est elle qui a transformé donc les humains, enfin ses gardes du corps, en soldats casse-noisette, enfin, en soldats casse-noisette un peu plus effrayant, je disais, en grande version qu'on avait vu et qui avait arrêté Cavendish et les autres sur le cheval là. Et celle-ci d'ailleurs maintenant a une peur bleue encore une fois, donc de ces pirates, enfin de ces hommes à long nez. Et c'est vrai que j'avais, au final, est-ce qu'on a vu beaucoup de personnes à long nez dans le monde de One Piece? Il y avait vite fait Kaku, il y avait Usopp évidemment, il y avait le père d'Usopp, Yasop. Il y avait effectivement le mec là qu'on a vu, on sait pas c'est qui, mais c'est certainement un mec lambda là. Mais il y a beaucoup de personnages dans One Piece qui ont des similarités au niveau de composition de corps. Ça veut dire qu'on a les humains au long nez, on a le clan des gens qui ont des longs pieds, des longs bras, des longues parties du corps, d'autres longues parties du corps. Hein. Vous savez, il y avait par exemple, comment il s'appelait j'ai oublié son nom, mais il y avait un des Supernova qui avait le bras super long là aussi. Il y avait l'autre là, le Gilly au pied bleu, j'ai oublié son surnom, enfin en tout cas qui avait des super longues jambes là et qui s'est fait d'ailleurs battre par l'autre, là j'ai oublié son nom, celui qui se bat en talon aiguille là, le gars très efféminé. Et donc je me suis dit, au final, est-ce qu'on reverra d'autres persos comme ça? Est-ce qu'il y a un truc intéressant à savoir derrière là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être une origine peut-être lointaine qu'on découvrira au final dans One Piece? Genre, en fait, Usopp descend d'une longue lignée de guerriers légendaires, que sais-je, et au final, c'est un gros menteur. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on verra ça? Franchement, c'est dans l'humour de One Piece, hein, c'est dans ce genre de truc à chaque fois on découvre que quelque chose de très très débile, au final ça se révèle être un truc assez énorme. C'est un truc comme ça, c'est un style qui revient assez souvent. Donc pour la progression du chapitre, après, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est qu'après, on a juste un petit retour aussi sur Robin, Bartolomeo et Rebecca. Bartolomeo et Robin d'ailleurs qui sont interceptés par Gladius, qui personnellement je le trouvais assez stylé. Je crois que c'était juste avant de voir Laoji dans cette année de combat, je crois que c'était un des membres de la Don Quixote Family que je trouvais le plus stylé. Son pouvoir qui me rappelle beaucoup, je l'avais dit, son pouvoir du fruit du démon qui apparemment fait imploser en fait, pas exploser dans le sens bombe, mais genre peut faire exploser ce qu'il touche quoi. Enfin, ce qu'il veut. Mais pas dans le sens vraiment, mais genre exploser, genre ça grossit jusqu'à faire bam comme un ballon, alors que l'autre c'était Mr. 5 donc de Baroque Works, par exemple, transformait donc des petits trucs en explosifs, genre ses crottes de nez parce que c'était facile à faire. Et c'était très débile aussi. Mais Gladius, pour l'instant, pour moi, je le trouvais bien stylé, surtout avec ses cheveux. Et autant dire qu'au départ, beaucoup de gens pensaient que Gladius était Sabot. Avec le chapeau, tout ça, beaucoup de gens pensaient que c'était Sabot. Et je suis sûr que Oda avait tout prévu en balançant une fausse piste, et bien plus tard nous ramener Sabot dans mes marques. Bref. Mais dans tous les cas, Gladius, il pétait la classe, et quand j'ai vu vite fait échanger des petits coups avec Robin, je me suis dit, ah, Robin aura son combat. Voilà. Ça y est. Voilà, combat. Les combats se préparent. En fait, non. En fait, ce sera Bartolomeo et Robin contre Gladius, j'imagine, qui d'ailleurs ont rejoint Luffy, Cavendish, Law et qui rose sur le pauvre cheval d'ailleurs qui sur une image assez morbide par moi j'ai fait comme ça et quand j'avais vu ça le pauvre cheval qui se fait mais briser le crâne par le jouet géant là qui mâche la tête, je veux dire c'est assez enfin c'est vrai qu'on a vu des trucs plus horribles que ça, mais c'est un cheval, ça me touche plus parce que c'est un petit animal. C'est comme si vous voyez un chien se faire battre, même dans un manga, c'est horrible comme image. Enfin bref, donc le pauvre cheval qui est KO et je sais pas si c'est le seul cheval qui a suivi depuis longtemps Cavendish, mais en tout cas ce cheval, bon pour l'instant, est mort, je crois, ou pas. Non, enfin de toute façon, si par exemple, non, si Kaharu par exemple, vous savez
l'oiseau bizarre là de Vivi dans l'arc Alabasta. Si lui il a survécu plein d'explosions, des saloperies comme ça, je veux dire pourquoi pas ce cheval peut survivre à ça. J'ai remarqué d'ailleurs que beaucoup d'animaux, en fait quasiment tous les animaux qui ont des expressions humaines ont beaucoup des cils très prononcés, un peu comme les personnages féminins. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez rigolo à remarquer, mais c'est le cas. Donc ils se sont arrêtés et après Rebecca qui poursuit sa course pour tomber ensuite sur Diamante qui est le responsable de la mort de la maman de Rebecca. Donc ce sera un super combat de vengeance, mais comme je regarde vite fait la gueule de Rebecca quand il a vu Diamante, celle-ci est juste paralysée par la peur. Nul doute qu'elle sera le rejoint par Kyros qui à deux vont alors battre Diamante, j'imagine, laissant alors Cavendish aux mains de Trebol, j'imagine, et alors laissant juste Doflamingo, Halo et Luffy, qui entre-temps d'ailleurs aura laissé Law se libérer de ses Shenankai Roseki, parce que c'est Rebecca qui a la clé, évidemment, elle pouvait pas juste le laisser à Robin et les autres. Non bon, on n'était pas au courant, mais c'est normal. Et donc libéré, et donc tous les combats sont plus ou moins prévus. Donc pendant ce temps, on a toujours Zoro qui fait le malin devant Pika. Je veux dire, Zoro, j'aimerais ne pas revoir Zoro pour l'instant, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur le capitaine Luffy, parce que Luffy, il a besoin d'être famous là, il a besoin d'être famous, il a besoin de célébrité, il a besoin de vaincre un adversaire très puissant du Nouveau Monde, et Doflamingo est l'adversaire idéal pour que celui-ci se fasse un nom. Et nul doute que sa prime va encore augmenter après cet arc-ci. Je veux dire, pourquoi sa prime n'augmenterait-elle pas après avoir vaincu Doflamingo? Ça aurait aucun sens. Au moins une prime de 450 millions, allez, de 500 millions, ce serait cool pour approcher celle de son frère Ace. Sachant que Ace avait une prime de 550 millions étant parce qu'il était le deuxième capitaine, le commandant de la deuxième flotte de Barbe Blanche, et aussi parce que c'était aussi le fils de Gold Roger, enfin de Goldie Roger. Mais bon, est-ce que l'affiche a été faite en sachant cela? Parce qu'au final ça a été révélé comme étant un secret, dans ce que j'imagine que si ça avait été connu de tout le monde, sa prime aurait augmenté à peut-être 600, 700 millions, je ne sais pas, faut voir aussi la prime de Barbe Blanche qu'on ne connaît toujours pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Et entre temps on a aussi Sabo donc qui ralentit, j'imagine Fujitora, on le voit pas, mais j'imagine que c'est le cas, et certainement que ce combat doit passer sous silence, et je trouve ça relativement dommage. Mais on sait que si effectivement Sabo est capable de ralentir Fujitora, c'est que celui-ci approche d'un niveau d'amiral. Et ça c'est énorme, parce que si le second des révolutionnaires approche d'un niveau d'amiral, mais qu'en est-il de Dragon? Monkey D, Dragon, beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui nous font poser. Si celui-ci arrête celui-là, est-ce qu'il a un niveau relativement élevé, sachant qu'en plus il est le second, le second d'un autre qui est, imaginons, encore plus puissant que ça, mais quel niveau de fou. Il y a beaucoup de choses sont plausibles, et on n'a toujours aucune réponse, d'ailleurs, à la question la suivante, donc, quel est le pouvoir de Mancheri? Certains avaient dit vite fait que son pouvoir serait celui, par exemple, celui qui serait de contrôler le climat, ou un pouvoir que j'avais donné à Dragon en fait au départ. Mais je sais pas, que c'était une arme, une des armes légendaires. Vous savez, il y avait Pluton, il y avait Poséidon, et peut-être que Mancheri aussi, une de ses armes antiques. Peut-être, je ne sais pas. Et que c'est pour ça que Doflamingo a besoin de son pouvoir, et pourquoi il n'a pas utilisé ce pouvoir avant, peut-être ne le savait-il pas, ou alors le sait-il et il en a besoin, c'est tout. Je veux dire, si Mancheri a un pouvoir aussi grand, pourquoi est-ce que Doflamingo ne l'utilise-t-il pas? Peut-être qu'il n'en a pas besoin maintenant, ou peut-être parce qu'il ne peut pas l'utiliser, je ne sais pas. Je sais possible. Il faut voir encore. Donc il y a encore beaucoup de réponses, et ce sera intéressant alors une connexion avec évidemment l'histoire parallèle de One Piece, c'est-à-dire la véritable histoire du siècle oublié, qui est un truc plus intéressant pour moi que la recherche de One Piece pour l'instant, mais qui est certainement lié à ça. Tout est lié. Et le Rio Poneglyph certainement se trouve à la dernière île ou quoi, à côté de One Piece. Comme ça, tout le monde a son trésor. Voilà. Sur ça, les gens se retrouvent la semaine prochaine pour le chapitre de One Piece, où on aura peut-être un superbe combat de Rebecca qui va essayer de convaincre encore une fois qu'elle est peut-être le 9e, enfin le 10e membre de l'équipage des Mugiwara, peut-être, qui sait. Non, j'espère pas. Mais qui sait. Voilà, sur ça, ciao ciao.